ça fait 20. C'est bon? Est-ce que le son est bon? Yes. Ok, bienvenue à tout le monde dans cette nouvelle émission de Sans peur et sans paf. 6e épisode? Oui. Je crois, 6e épisode. Pardon, je confirme. Mieux vaut confirmer dans le micro. Voilà. 6e épisode. Donc aujourd'hui, on va parler du travail en institution spécialisée. C'est-à-dire donc de tous ces établissements qui accompagnent des personnes avec un handicap, qui soit mental, qui soit physique, avec des problèmes de dépendance ou en état de vulnérabilité sociale ou éducative. La plupart du temps, ce sont des institutions privées qui reçoivent des subventions de l'État. On parle du PAF, donc on va parler aussi des mesures qui visent un peu à réduire, à geler ces subventions. On parle du PAF, donc on va aussi parler un peu salaire. Vous n'êtes pas employé de l'État directement, mais vos salaires en fait sont immédiatement standardisés, mis au même niveau que ceux des employés de l'État. Donc en fait, ça vous concerne aussi directement. Et puis, comme ce monde des institutions spécialisées est super large, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux personnes en situation de handicap, donc à un certain type d'institutions spécialisées, même si c'est la majorité quand même des institutions spécialisées, c'est les gens qui s'occupent des institutions qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Alors à Fribourg, on connaît tous, je pense, on a tous en tête quelques exemples. Pour les enfants, par exemple, on a les Bosquets. On a aussi le Home École Roman des Buissonnais, qui est l'école principale pour les enfants en situation de handicap, donc qui est située au Schönberg, qui vient de fêter hier ses 60 ans. À cette occasion, ils ont un peu publié, dans La Liberté, il y avait un article où ils expliquaient qu'actuellement, il y a 300 enfants dans la partie suisse romande et dans la partie suisse allemande qui sont scolarisés en institutions spécialisées au Home École Roman et au Schulheim. Ça, c'est pour les enfants. Et puis pour les adultes, il y a tout plein de structures en fait différentes en taille, différentes aussi dans les fonctions qu'elles remplissent, puisqu'il y a des institutions qui sont essentiellement des centres de jour où les bénéficiaires viennent la journée, travaillent, je pense que vous allez un peu nous en expliquer, que ce soit des homes où où les bénéficiaires dorment, mais que ce soit aussi, on trouve aussi des ateliers d'occupation ou des ateliers de production où là les personnes en situation de handicap, elles peuvent travailler, quoi. Donc on a plein d'exemples, on peut citer quelques noms comme ça. Il y a l'Arche par exemple, qui a 3 foyers un peu dans le centre-ville. Les ateliers de la Glane, dont on avait un peu entendu parler, c'était cet été je crois, ils avaient fait un concours, ils avaient cuisiné le plus long millefeuille au monde. Donc là il y a eu un petit moment où on avait parlé d'eux dans La Liberté et dans les journaux. La Colombière à Misery, le Clos Fleury, donc là si on va voir un peu en dehors dans le canton de Fribourg, en dehors de la ville de Fribourg. À Fribourg il y a la Fara, le Homato au Buissonnais aussi, ou la Fondation Saint-Louis. Il y en a encore plein, mais c'est comme ça pour donner quelques noms. Sur le site de l'État, on peut trouver cette information pour avoir un peu une idée en termes de nombre de personnes qui bénéficient de ces institutions spécialisées. On dit que l'État de Fribourg, le canton de Fribourg, offre 2100 places, 870 dans des structures d'hébergement, et puis 1200 en gros de nature occupationnelle. Et donc, alors là j'ai pas trouvé cette information, mais si on fait des calculs, en fait on a plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans ces institutions spécialisées. Que ce soit, on va découvrir un peu cette réalité avec vous, quoi, que ce soit en termes de logo, éduc, etc. Du coup, bonjour, je me présenterai après, mais si je peux rebondir tout de suite sur ce que tu dis, on a effectivement, tu as mentionné la Fondation Les Buissonnais, il y a passé 700 collaboratrices dans toutes les institutions, toutes institutions confondues de la Fondation. Donc ouais, c'est énorme, ça va vite avec toutes les institutions, fondations qu'on a en fait dans
dans le canton. Ouais. Et puis en fait partout. Ouais. Ça fait vite beaucoup. Merci, ouais, c'est énorme. Donc toi, du coup, t'es Virginie. Je veux passer aux présentations. T'es Virginie. Tu travailles dans une institution, donc en tant qu'éducatrice spécialisée. Ouais. Donc une institution avec des personnes en situation de handicap. Et puis à tes côtés, Jane. Salut. Salut. Toi, tu travailles en tant que logopédiste Oui, au centre IPI. Dont tu nous parleras après exactement, donc le centre d'intervention précoce intensive. Tu nous expliqueras un peu après. Et puis donc je suis avec Edwige, et puis on se réjouit de mener cet entretien, ou cette rencontre, pour se faire un peu une idée de votre travail. Et du coup la première question c'est, en fait, ça consiste en quoi un peu votre travail au quotidien? Jane, tu peux commencer? Ouais. Je m'appelle Jane, je travaille en tant que logopédiste au centre IPI, donc Centre d'intervention précoce intensive, qui est pour des enfants en âge préscolaire avec TSA. Donc des enfants avec TSA. Donc, ils sont tu peux juste préciser qu'est-ce que c'est TSA? Trouble de spectre d'autisme. Syndrome du... Ouais, voilà. Trouble du spectre autistique. Merci. Voilà. Autisme. En français, Autisme. je suis désolée, je ne sais pas, Pas de toujours souci. tous les mots. Je connais les abréviations. Exactement. Donc, ils sont tout jeunes en âge préscolaire. Donc, c'est un centre où les enfants viennent quand ils ont 2 ans jusqu'à ce qu'ils ont 4 ans. Et c'est un centre thérapeutique où ces enfants bénéficient de thérapie individuelle et aussi de moments en groupe. Pour l'idée, c'est d'intervenir et puis commencer des thérapies intensivement en bas âge pour qu'après l'écart soit moins grand quand les enfants grandissent et quand ils seront scolarisés. Parce que souvent à 4 ans et demi, il y a déjà beaucoup de choses qui sont passées dans un développement d'un enfant. Et comme le nom dit, c'est intensif, donc chaque enfant reçoit 15 heures en thérapie, enfin en accompagnement individuel par semaine. Et dans ces 15 heures, c'est réparti sur 3 jours. C'est 3 journées au centre avec thérapie individuelle, moment dehors, repas, et voilà, 3 thérapies en tout. Donc. Et du coup, dans ce centre, toi, tu travailles en tant que logopédiste. Exactement. Il y a d'autres métiers. Tu peux nous dire lesquels Alors, il y a des psychologues, des psychomotriciennes, des pédagogues spécialisés, des ergothérapeutes. Est-ce que j'ai tout dit? C'est déjà pas mal, on dirait. Merci. Du coup, toi, Virginie, tu aimerais aussi nous décrire un peu ton travail? Oui, alors, comme on le sait, mon nom c'est Virginie et je travaille du coup dans une institution fribourgeoise qui accueille des personnes adultes dans un centre de jour. Ça, c'est un côté de l'institution. Et le deuxième côté, c'est là où moi je travaille plus spécifiquement, c'est dans un lieu de vie. Donc, qui accueille en fait, nous dans le lieu de vie, on a 6 groupes de 6 à 7 personnes qu'on accompagne en fait tous les jours de l'année. Et parfois, ces personnes-là rentrent dans leur famille, mais voilà, c'est des personnes vieillissantes aussi. Donc parfois, il y a plus ou moins de familles que d'autres personnes ou des enfants, par exemple, qui rentrent chaque soir. Et puis, la majorité du travail, c'est de les accompagner dans tous les moments de leur vie. Voilà. Donc ça implique aussi en termes d'horaires, des horaires de nuit ou le soir ou... Oui. Ouais. Exactement. Là où je travaille, nous, on a des horaires assez longs. On fait en principe une journée entière avec une veille. Enfin, il y a une personne qui fait la veille dans un groupe. Ça veut dire qu'il passe la nuit en fait sur le lieu de vie. Et on fait du coup tous les soirs, tous les week-ends. Et voilà. Enfin, on n'est pas toujours là, mais on
ça dépend après les groupes comment c'est organisé, mais c'est des horaires irréguliers et plus ou moins fixes suivant les groupes, parce que ça dépend de comment la responsable organise, ça dépend des équipes, mais en tout cas il y a pas de régularité totale, parce que voilà, c'est pas possible en plus nous on a des grandes équipes, de vraiment trouver un moyen pour que tout le monde travaille exactement le même jour que normalement. Enfin voilà, c'est pas comme en bureau, c'est très différent. Vous êtes combien sur une journée par groupe? Donc chaque groupe, il y a 6 ou 7 bénéficiaires. Alors ça varie un peu les jours. Chez moi, on fait pas mal en fonction des activités qu'on va faire sur la journée, mais ça peut varier de environ 2 à 4 personnes par jour. La journée un peu standard, c'est d'avoir 2 éducs formés de 8h à 19h et une stagiaire ou un stagiaire entre 10h et 19h ou 8h et 19h, ça dépend, mais en général, comme là où le stagiaire est là tous les jours à 100%, c'est des horaires un peu différents que les éducs. Et après, il y a une personne qui reste pour faire la veille et qui reste seule avec les résidents et résidentes de 19h à 8h. C'est un peu le schéma classique des horaires. Ok. Voilà. Du coup, ça fait environ 2 personnes diplômées plus une stagiaire pour un groupe de 6 ou 7 personnes. Exactement. C'est ça, ouais. Okay. Et puis, il y a des activités qui demandent un peu plus de entre guillemets, prise en charge. Par exemple, si on va à la piscine, on a une tranche horaire par semaine d'1 heure où on peut aller à la piscine avec les résidents et résidentes. Et du coup, dans ces cas-là, on est plus d'éducs parce qu'on doit toujours être 2 éducs formés et qui ont le papier de sauvetage en piscine. Enfin, on a fait un cours pour la piscine pour gérer les imprévus et les urgences. Et du coup, dans ce cas-là, comme on ne va pas avec tous les bénéficiaires à la piscine, ou pas tout le temps en tout cas, pas tous les groupes, il faut forcément une personne qui reste sur le lieu de vie. Et là, on a 3 éducs et une stagiaire, le temps de l'activité. Ouais. Et puis peut-être pour avoir un peu une idée de ces activités, sur une semaine, une personne sur handicap qui vient, qui passe la semaine, c'est quoi, une sortie par semaine, c'est quoi un peu? Alors là, ça dépend un peu. Enfin, ça dépend de nouveau pas mal des groupes, des personnes aussi. Je dirais que la majorité du travail, c'est l'accompagnement quotidien déjà. Donc ça veut dire qu'on va accompagner ces personnes-là dans le temps de soins. Il y a des personnes qui sont plus ou moins autonomes, des personnes qui ne sont pas du tout autonomes. Donc voilà, les soins, c'est une partie énorme de notre travail. Il y a une partie assez grande aussi, c'est l'accompagnement dans l'alimentation, logiquement. Tout ce qui est médication aussi, parce que c'est des personnes qui sont sous médication, souvent pour des problèmes de santé ou pour des problèmes d'humeur, enfin voilà, toute chose. Des personnes qui sont un peu plus sensibles de par leur situation de handicap, leur déficience aussi, en fait, simplement. Et puis, une journée, elle pourra être en fait structurée en fonction d'activités qu'on va faire sur place, qu'on a mis en place avec des thérapies, par exemple. Des thérapies comme de la physio. Il peut y avoir quelques personnes chez nous en tant qu'adultes qui ont besoin de physio, mais il y a quand même beaucoup moins que chez les enfants. Je pense que Jen en parlera tout à l'heure. Donc ça, on essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a besoin comme thérapie, qu'est-ce qu'on peut amener pour les personnes. Ça fait partie d'activités qui structurent la journée, les semaines de ces personnes-là. Il y a des activités style les massages, on a des activités un peu qui concernent la stimulation basale aussi, que ce soit de l'hypothérapie, que ce soit... C'est quoi la stimulation basale? Alors, oula. Du coup, la stimulation basale, c'est un peu un outil assez... Enfin, c'est un outil qu'on utilise énormément en éducation
avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un handicap corporel, de Qui pouvoir... sont les personnes à qui tu travailles? Oui, exactement. Juste aussi peut-être pour clarifier, donc toi tu travailles pas avec des personnes qui ont des troubles de l'humeur Non, ou comme ça, c'est vraiment du des tout. personnes qui ont une déficience C'est ça. motrice ou intellectuelle, enfin je sais pas comment tu Alors les appelles ça. personnes en fait qu'on accompagne, c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle Voilà, sévère. Déjà ça c'est le critère numéro 1 pour faire partie de l'institution, pour être dans l'institution où je travaille. Et puis juste pour faire le lien, est-ce que ça peut être des personnes qui sont atteintes de TSA ou c'est pas du tout le même Alors justement, en fait, dans ce groupe de personnes avec déficience intellectuelle sévère, on peut retrouver plusieurs types de personnes. Donc des personnes avec un trouble de spectre autistique, ou des personnes qui auront une trisomie 21 par exemple, ou des personnes qui auront un syndrome X ou Y de je ne sais quelle déficience intellectuelle. Enfin voilà, c'est assez large. Ça parle du polyhandicap aussi. Donc il y a des personnes qui ont non seulement la déficience intellectuelle, mais aussi justement des troubles moteurs quand même. Donc il y a des personnes qui marchent très bien et des personnes qui marchent pas. Et c'est vrai que du coup, la stimulation basale, c'est un outil qu'on utilise avec un peu tout le monde chez nous, mais qui à la base a été développé pour les personnes qui ont un polyhandicap, pour en fait les aider un peu à vivre le monde avec nous, parce que en fait, faut s'imaginer que dans les années 70, on prenait un enfant avec un handicap, on le posait dans un coin de chambre et puis on le laissait là. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Fröhlich, sauf erreur. J'imagine que c'est ça. Le public acquiesce. Qui est le public acquiesce. qui se dit, mais en fait, on peut faire quoi avec ces enfants? Et lui, il s'est dit, ok, ces enfants-là ne parlent pas forcément, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut les amener à faire, mais par contre, il s'est dit, moi je sais, en fait, on peut les aider à vivre le moment présent et puis en fait à être avec d'autres personnes sur des activités si je me permets de visualiser ça, en justement prenant le bras, amenant et en utilisant tout ce qui est touché, tout ce qui est sensation en tout genre. Donc tout ce qui est aussi auditif, sensoriel de manière générale, donc auditif, olfactif, etc., etc. Donc voilà. Ok, merci. Donc il y a une variété en fait de types d'handicap, ça paraît assez impressionnant quoi. Oui, et puis dans l'institution où je travaille, encore une fois, le but, c'était vraiment de mélanger tous les types d'handicap pour essayer d'atteindre un peu ce standard, entre guillemets, d'inclusion, en fait. De ne pas catégoriser la personne en fonction de sa situation, mais vraiment de faire en sorte de trouver des complémentarités entre les personnes, en fait. Voilà. Et puis, pour revenir à toi, Jane, donc on a bien compris, toi tu travailles avec des adultes, toi tu travailles avec des enfants, qui ont tu disais entre 2 et 4 ans, qui sont eux tous dans le trouble du spectre autistique. Oui. Pourquoi finalement, tu arriverais à nous expliquer pourquoi ce centripi, pourquoi ce focus sur les personnes, les enfants en situation de ce type d'handicap? Oui, alors peut-être d'abord, on peut dire que voilà, c'est un spectre, donc c'est aussi on a des enfants très différents qui sont au niveau des capacités cognitives, motrices et tout ça. On a vraiment de tout, mais il y a des études qui ont été faites et puis qui ont montré que ce Denver Model, selon lequel on travaille, donc le Early Start Denver Model, il est vraiment en bas âge bénéfique pour les enfants et que ça augmente. Et puis c'est un modèle juste que pour les enfants TSA, donc ça a été conçu pour ça. Et du coup, ça a un effet positif sur leur intégration finalement dans notre société. Tu arrives à dire le mot de cette méthode ou ce modèle Denver, oui. c'est ça?
Ça doit être intensif, c'est pour ça qu'on a autant de thérapies de moments. Et c'est aussi une grande partie, c'est aussi le travail avec les parents. Donc nous, en plus, qui viennent 3 fois par semaine au centre, on va aussi, chaque intervenante va un enfant de référence et chaque intervenante va 1 fois par semaine, 1 heure à la maison avec cet enfant. Donc chaque enfant a des objectifs et les parents sont au clair de ces objectifs. Et l'idée, c'est vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on met aussi des choses en place à la maison. Et ça, c'est quand même une grande différence par rapport à voir les enfants 1 ou 2 fois par semaine dans un cabinet isolé. Oui, ou après, on n'est pas sûr. Ou bien, des fois même, il y a aussi des autres connaissances. Si on parle, par exemple, avec les parents, puis on dit des choses, on se rend compte qu'on parle en fait pas du tout de la même chose. Oui, ce travail vraiment ensemble et aussi à la maison, ça permet de mettre des choses en place, je dirais. Ça, c'est bien pour les enfants. Après, c'est très intensif pour les enfants. Des fois, voilà, c'est dur à 2 ans déjà même pour des enfants avec un développement plus typique, c'est assez intensif. Donc, je pense pour les enfants TSA, c'est aussi beaucoup demandé. De déjà venir au centre, de suivre cette structure, tous les changements qu'il y a. Voilà, c'est intensif. Ouais, parce que tu m'expliquais que dans ce centre hippie, en fait, où il y a, tu expliquais avant, des ergos, toi qui es logo, des psychos, etc. En fait, il y a 1 personne par enfant, de manière générale. Ouais. Exactement. Donc, c'est pas non plus le même ratio non. que... C'est toujours du suivi 1 à 1. Là-dessus, pas après. la même dotation, on va dire. Exactement. Ouais. Donc, c'est clair que c'est un endroit, c'est vraiment le luxe pour les enfants. Toujours avoir un suivi 1 à 1. Et puis du coup, si je résume un peu l'idée de cette thérapie Denver, c'est qu'en fait, en agissant très tôt, t'as beaucoup plus de chances d'agir, de faire en sorte que la personne, elle va pouvoir vivre de manière plus ou moins normale dans la société après. Enfin, c'est ça l'idée de cette thérapie. Ouais. Par exemple, ça paraît... On peut aussi voir ça de manière critique. Est-ce qu'on doit adapter les enfants à notre société ou peut-être c'est pas à nous de s'adapter. Mais j'aime assez bien le visualiser avec le ciseau. Qu'au début, dans la petite enfance, le ciseau il est encore moins grand et puis ça s'ouvre. Pardon. Voilà. Et on a compris. Vous avez compris. Voilà. Du coup, oui. Ouais. Il y avait une question, Geneviève. Je serais intéressée de savoir depuis combien de temps existe ce centre hippie. Est-ce qu'il est né, comment il est né? Est-ce qu'il est né d'une autre compréhension des neuroatypies ou des choses comme ça? Et puis, est-ce que ça concerne beaucoup d'enfants? Est-ce que vous pouvez recevoir beaucoup d'enfants? Est-ce que tu peux raconter un petit peu sur le centre? Oui. Alors, c'est la 3e année que ce centre existe à Fribourg, donc il est tout nouveau et les enfants restent pendant 2 ans. Donc là, il y a la première volée qui a commencé l'école. Mais c'est encore très petit et c'est l'idée que ça grandit. La première année, il n'y avait que 5 enfants qui ont bénéficié de cette offre. La deuxième, 6 et maintenant 8. Et l'année prochaine, encore plus. Donc, c'est une structure qui va agrandir. Et la deuxième question, c'était... la conception. Ouais. Oui. Ouais, exactement. Alors, c'est clair que je pense le but, ce que tout le monde souhaite, et puis c'est aussi la politique à Fribourg,
actuellement, c'est pouvoir intégrer les enfants. Et ça, c'est un argument, ça peut être... il y a beaucoup d'arguments pour la personne elle-même, pour la société, qu'une intégration est très bien, mais là, il y a aussi clairement des enjeux politiques, économiques pour un enfant qui est intégré, coûte moins cher qu'un enfant après en école spécialisée. Ouais. Donc si je résume, de ce que je comprends, puis on reparlera de cette école inclusive, je pense, à la fin. Mais ce centre hippie, c'est quelque part une petite structure, un peu la Rolls-Royce comme ça, pour les enfants TSA, avec l'espoir que si l'État, les services publics ou l'institution spécialisée s'en occupe assez vite, eh ben on va favoriser le nombre de ces enfants qui pourront accéder à une scolarité normale. Exact. Et réduire le nombre de personnes qui ensuite vont rejoindre des centres, par exemple, dans lequel où tu travailles, où là on sait que le coût il est autrement plus élevé que... C'est ça un peu l'idée. Oui, et puis d'abord, sans directement aller pour centre adulte, mais déjà l'école enfantine, dès qu'ils sont un H, d'être intégrés dans une école du village, une école publique. Ouais. Et puis, j'avais aussi une question. Vous travaillez... Ah, il y avait une autre question avant. Ah. J'aimerais bien... parce on voit des enfants qui sont diagnostiqués dans le spectre de l'autisme beaucoup plus tard. Oui. Donc, c'est quand même des enfants qui ont un profil particulier que vous accueillez. Et puis... à ton avis, quel est le pronostic finalement d'intégration réussie dans une école? Parce que là, on parle de 8 enfants maintenant sur le canton. Et les autres comment ça se passe Oui, alors... c'est clair que ça reste un très petit nombre. Et si ça peut agrandir, c'est bien. Après, il faut que l'enfant ait un diagnostic à 2 ans. C'est déjà, si on s'imagine aussi pour la famille, il y a énormément de décisions à prendre. Le temps que l'enfant il est né, qu'on s'est remis et tout ça, il y a déjà peut-être les premiers signes. Quand on se dit, peut-être, c'est pas tout à fait... neurotypique, mais en même temps, il y a beaucoup de parents, si c'est le premier enfant, peut-être ils ne remarquent pas. Après, une fois le pédiatre, il dit quelque chose, mais encore là, c'est aussi... c'est dur d'entendre ça. Il faut aussi... si on veut vraiment déjà entreprendre quelque chose, on s'est dit, mais l'enfant a 1 an, on attend encore un petit peu. Voilà. Pour dire, il faut déjà beaucoup... qui se passe jusqu'à ce que l'enfant ait un diagnostic à 2 ans. Après, c'est un choc pour les parents d'avoir aussi ce diagnostic. Tu parlais presque quand on préparait la rencontre de processus de deuil. Oui, en français, on dit qu'un diagnostic, c'est les mêmes étapes qu'un processus de deuil. Donc, il y a toutes ces étapes aussi où, en fait, on est dans le déni. Voilà. Et puis tout ça, ça va assez vite. Après, on doit inscrire l'enfant. Normalement, la pédopsychiatre ou le pédiatre peut proposer ce centre. Et comme ça demande aussi un engagement des parents, il faut prendre beaucoup de décisions assez rapidement pour tout d'un coup être dans ce centre. Et ça va vite et c'est assez intensif. Et voilà. Puis peut-être si je peux rebondir, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même un grand réseau autour des personnes qu'on accompagne. Je pense des enfants, c'est la même chose. Donc il y a les parents, c'est une chose, mais justement, s'il y a encore après les médecins, s'il y a encore les physios, etc., encore pour le travail social, toutes les personnes qui l'entourent, c'est quand même pas évident pour les parents
d'une personne qui a une déficience de se dire ok, je suis dans ce monde-là maintenant. En fait, mon enfant a un handicap et en fait on est là-dedans. Donc ouais, j'imagine bien que encore plus si c'est des tout petits, c'est pas évident. Mhm. Peut-être pour revenir plus concrètement à ce que vous faites. Donc toi Virginie, tu m'as dit que vous travaillez pas mal avec des objectifs. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Vous posez des objectifs par bénéficiaire et puis à quoi servent ces objectifs? Est-ce qu'ils servent déjà à vous pour savoir où est-ce que vous allez avec la personne, mais aussi est-ce qu'ils sont aussi tournés vers l'extérieur pour montrer, pour prouver que vous faites du bon travail, que en fait vous avancez avec les bénéficiaires qui sont pas juste parqués chez vous. Oui, alors ça c'est effectivement c'est une grande évolution avec le temps. C'est que à l'époque on en parlait vite avant l'émission, que en fait à l'époque déjà il faut imaginer que ces structures là pour le handicap, elles ont été gérées par des structures religieuses. Donc c'est des personnes qui n'avaient pas de capacité professionnelle pour accompagner ces personnes. Et du coup, avec le temps, on s'est dirigé vers des écoles qui ont professionnalisé les personnes, qui accompagnaient les personnes en situation de handicap. Et avec ça, il y a eu l'intérêt de se dire, en fait, si on accompagne ces personnes, on va faire en sorte de les aider à atteindre plus facilement leur bien-être. Plus facilement, on va les aider à atteindre un bien-être. Et pour ce faire, on a décidé, en tout cas, on va dire la logique, c'est d'instaurer un objectif pour atteindre le bien-être pour une personne. Chez nous, ça va se traduire par le fait d'avoir un objectif tourné vers comment communiquer, comment faire en sorte que son bien-être physique soit respecté, comment on peut faire en sorte de trouver, faire en sorte que la personne soit épanouie, en fait, simplement, etc. etc. Mm-hmm. Donc, pour que tous les besoins, je pense, vous avez sûrement entendu la pyramide de Maslow avec les besoins primaires, etc., 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 que pour faire en sorte que ces besoins soient atteints, on prend une grille, on va en fait fixer un objectif. Par bénéficiaire, du coup. Par bénéficiaire. Okay. Et on va en fait devoir prouver que cet objectif a été atteint, okay, ou en tout cas a été travaillé à une structure en fait étatique, ouais, qui s'appelle un audit, qui va venir en fait tous les temps dans les structures, dans les institutions, pour vérifier que justement on a mis en place des objectifs avec ces personnes pour effectivement montrer que on les accompagne pas seulement dans la journée, on les habille pas quand elles se lèvent, on prend pas simplement le café puis après on attend que c'est la nuit, quoi. Ouais. Donc on a vraiment quelque chose d'objectif qui montre est-ce qu'on fait des choses avec ou pas, etc., ouais, etc. Et puis ces objectifs, ça change régulièrement, c'est... Alors, en théorie, on devrait avoir des objectifs qui sont chaque année renouvelés, ouais, okay, qu'on puisse, qu'on puisse arriver à un état évolué du travail, entre guillemets, de pouvoir aller dans une direction, bifurquer sur une autre, etc., etc. Et c'est ce qu'on fait majoritairement, dans le sens où on fait ce qu'on peut avec nos ressources, mais comme on l'a dit avant, on est 2-3 personnes dans une journée pour 7 personnes qui habitent ici. Donc il faut s'imaginer, c'est 7 personnes qu'il faut lever, habiller, préparer, doucher, soigner. 7 personnes qu'on doit régulièrement amener aux toilettes parce qu'elles n'arrivent pas à le faire seules forcément. 7 personnes qui doivent manger, 7 personnes qui doivent boire. Et par-dessus, on ajoute encore des objectifs, on va dire, plus scolaires. Ouais. Sur des capacités, peut-être que
ces personnes ont appris à l'école, en école spécialisée, ou sur des capacités autres d'apprentissage, je sais pas, une capacité à aller faire les courses ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est des choses qui prennent du temps aussi. Et il faut réaliser que c'est extrêmement difficile d'accompagner toutes ces personnes-là, d'avoir un temps d'objectif, entre guillemets, chaque jour pour toutes ces personnes-là. Parce que voilà, une journée, c'est 24 heures. Et puis, c'est des personnes qui sollicitent quand même beaucoup un accompagnement individuel à cause de problèmes, enfin, pas de problèmes, mais on va dire, il y a quand même des comportements défis chez certaines personnes. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, parce qu'on doit aussi accompagner ces personnes-là et faire en sorte que ça aille mieux pour elles, mais aussi à faire en sorte que ces comportements défis n'arrivent pas dans des moments, on va dire, compliqués, par exemple en société. Et tout ça, c'est à prendre en compte, donc c'est difficile. Donc finalement, tu dirais que dans la journée, il y a peu de place pour comment dire ça, travailler à atteindre l'objectif avec la personne. Il faut trouver des stratégies. Okay. Donc, notre stratégie principale, en tout cas, je dirais en tant qu'éducatrice dans un foyer, c'est d'affilier les objectifs à des moments quotidiens, en fait. Style, je discutais de comment faire les courses tout à l'heure. Ça paraît très basique comme chose, mais finalement, en fait, il y a énormément de mini-objectifs qu'on peut atteindre avec une activité comme celle-là. Simplement le fait de se retrouver au milieu de personnes qui font leurs courses comme n'importe qui, déjà juste ça, c'est quand même énormément de stimulation sensorielle. Parfois, je disais avant, on utilise ça pour stimuler, mais parfois c'est trop pour des personnes qui ont ce genre de déficience, d'handicap. Et il y a ça, il y a le fait de peut-être communiquer avec d'autres personnes, par exemple avec la caissière, de donner de l'argent, même si les adultes qu'on accompagne n'ont pas forcément la conscience de ce que c'est l'argent, ou bien simplement trouver les produits qu'il y a besoin. Enfin voilà, c'est vraiment plein de petites choses. Et puis en fait, ça fait partie du quotidien. C'est des choses qu'on doit de toute façon faire, nous. Donc c'est des choses qu'on va mettre en place avec les bénéficiaires pour faire en sorte que les bénéficiaires trouvent un peu une autonomie à travers ces activités-là et puissent s'autodéterminer, comme on le dit. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Oui. Voilà, comme ça. Voilà. C'est très important, mais en fait, on n'imagine pas toujours. C'est vrai que moi, j'en rigole parfois avec des amis qui me disent « Ah, mais oui, mais de toute façon, les éducs, ils vont juste boire un café, aller au ciné. » Et en fait, on ne réalise pas que c'est quelque chose d'énorme pour ces personnes-là. Voilà. Il y a des choses plus énormes que d'autres, mais... Bon, c'est bien de leur dire, je pense. Comme ça, je débunk un peu le cliché de l'éduc qui va boire un café. Voilà. C'est petite question là-dessus, ces objectifs, ça prend beaucoup de temps à remplir, parce qu'il y a vraiment des analogies assez frappantes entre ce que tu dis et puis les autres émissions qu'on a eues sur les EMS. Tout à fait, par exemple, ou sur l'hôpital, mais où on sent aussi, il y a toujours un système qui est mis en place, qui est à la fois un système de contrôle de votre travail, qui en même temps sert à objectiver un certain, soit objectiver la question de la facturation pour ce qui était de l'EMS, mais là qui sert à objectiver les progrès ou en tout cas ce que vous faites. Ça prend du temps. En fait, il y a toute une partie du travail. Enfin voilà, on a une grande partie du travail qu'on fait, c'est de la pratique, c'est de l'accompagnement très très clair, enfin très concret. Mais il y a toute une partie très administrative où là, une partie qui fait pas partie de ta question, qui sera très gestion de tout ce qui concerne la personne, donc on va dire de ses assurances, etc. Parce que ces personnes-là, elles ont des curatelles, mais on est quand même responsable
de ses papiers, etc. etc. Donc on doit quand même mettre à jour plein de choses, etc. Mais une autre partie, c'est de mettre en fait au clair, enfin de vraiment genre noir sur blanc toutes les informations qui concernent les résidents, les résidentes, mais aussi justement un peu faire ses preuves de tout ce qui est objectif. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire en fait tout un processus écrit aussi pour montrer que effectivement on accompagne ces personnes dans le quotidien à atteindre ces objectifs-là, mais on ne va pas uniquement les observer et puis les laisser de côté. On doit quand même bien faire un travail. Chaque année, il y a aussi des bilans qu'on doit... Enfin, nous, c'est une fois par année, je pense, avec les enfants, c'est très différent. Et puis, on doit faire plus de bilans et plus de retours. Mais en tout cas, chez nous, c'est chaque année, on fait, avec la famille, avec la curatelle, etc., un bilan qui répertorie en fait l'objectif, qui répertorie aussi tout ce qui s'est passé sur l'année. Et puis ça, c'est des tâches administratives qui prennent effectivement du temps. Donc il faut se dégager ce temps-là en fonction des équipes. Des fois, on met du temps administratif de côté pour faire ça. Sinon, il faut se dégager du temps de prise en charge, entre guillemets, pour faire cet administratif. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on ne peut pas juste se dire chaque année, vite fait, le soir avant le bilan, j'écris 3 lignes pour prouver ce qui s'est passé sur cette année, quoi. Ouais. Ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, il y a comme dans pas mal de métiers, mais en fait, tu fais plusieurs choses en même temps, quoi. Oui. Et puis, tu es en train de réfléchir à gagner du temps, à faire les deux choses en même temps, à la fois quelque chose de l'objectif, puis qui relève d'une activité du quotidien, puis tu es toujours un peu à un niveau méta dans ton travail de comment je fais pour fluidifier et puis faire avec finalement le nombre de personnes que vous êtes, quoi. En fonction de la dotation qui a été imaginée par l'État. Ouais. Avec, chez nous, on doit remplir Olmis. Je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais en fait, c'est un système c'est un formulaire qui demande pour chaque personne, pour chaque bénéficiaire qu'on accompagne, en quoi elle a besoin d'accompagnement, et c'est ça qui va définir en fait le pourcentage donné pour une personne. Et c'est ça qui définit exactement combien d'éducs il y aura au final pour une équipe de X personnes qui sont accompagnées. Donc selon en fait les données qui sont entrées dans ce programme, donc il y aura plus ou moins, il y aura peut-être pour certaines équipes, il y aura plus d'éducs que pour d'autres, si je comprends bien. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui demandent plus. Exactement. Okay. Ouais. Par exemple, tout ce qu'on voit, si je prends l'exemple des soins, si une personne elle n'a pas besoin d'accompagnement pour la douche, ce sera moins de temps accordé entre guillemets. Ouais. Okay. Voilà. Et puis t'es jeune, mais t'as un recul sur ce système. Du recul, ou peut-être peut-être aussi en ayant discuté avec des collègues qui ont un peu plus d'expérience. Parce que là, ce que tu racontes, c'est vraiment le même système qu'il y a aux EMS. J'ai vu l'émission, ça m'a pas mal fait penser, le RAID, voilà. Oui, quelqu'un dit c'est un EMS, mais c'est exactement ça en fait. On est une structure, je crois, médico-sociale. Je ne sais pas si celle où je travaille, ça fait encore partie, parce qu'en fait, on n'a pas d'équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'on n'a que des éducs dans notre équipe. Ouais. On a 2 infirmières, on a plusieurs infirmières qui font partie d'un pôle d'infirmières qui sont là un peu toutes les semaines, chaque jour, et un médecin par groupe, chaque groupe a un médecin qui les suit, mais on n'a pas d'infirmière avec nous, donc c'est pas pluridisciplinaire. C'est un plus large réseau, on va dire. Mais j'ai oublié la question, pardon. C'était la question du recul. Le recul sur Olmis. Oui. Peut-être quand ça a été mis en place. Alors en fait, ça c'est... moi, je travaille depuis 7 ans dans la structure où je travaille, et on a dû le remplir 2 fois.
Donc, faut s'imaginer. J'ai dû le remplir 2 fois. Donc, je ne sais pas si j'ai raté une fois, mais je suis pas sûre et je crois pas. Donc, faut s'imaginer que, en fait, je sais pas, en 2 ans, on évolue beaucoup. C'est quand même des personnes qui ont des entre guillemets faiblesses, enfin qui ont plus de difficultés pour certaines choses, physiquement parlant aussi. Au niveau du comportement aussi. Donc, ça peut évoluer assez vite. Et 2 ans, ça me paraît énorme. Il peut y avoir une grande diminution ou une augmentation. Enfin, voilà, ça peut très vite évoluer. Et puis, comme n'importe qui au monde, une personne qui sera dans la structure où je travaille pourra avoir une période où ça va moins bien, où elle pourra être blessée, ou voilà, je prends l'exemple d'une personne là dans notre institution qui a eu des gros problèmes de santé, qui a dû passer du temps à l'hôpital. Et en fait, on a quelques solutions comme un projet qui s'appelle le soutien sac à dos, où on peut demander quelques heures supplémentaires pour nous accompagner. Mais c'est, sans vouloir être méchante, c'est ridicule parce qu'une personne, elle peut avoir plusieurs moments dans sa vie où c'est compliqué, et finalement, j'ai l'impression qu'on réduit toujours plus pour que ce soit juste à la limite de l'acceptable, mais c'est pas faire, en fait, c'est pas gentil, parce qu'en fait, justement, on a des moments de up and down, et puis dans les moments de down, on a le strict nécessaire pour accompagner ces personnes. Je crois qu'il y a une question du public. Alors, oui, dans le chat, ça réagit un petit peu. Il y a Cosmic Mogwai qui nous dit que cette personne a attendu 28 ans pour avoir son diagnostic TDAH, et je peux affirmer que l'ergothérapie à domicile est un game changer, même si je ne suis pas dans le canton de Fribourg, et même à l'âge adulte. Et après, la question qui est posée, vu que certaines connaissances en matière de santé évoluent très vite, j'imagine que vos formations doivent être remises à niveau régulièrement, en plus du travail quotidien. Point d'interrogation. Ah ouais, c'est une bonne question. Alors, je sais pas, tu veux répondre Moi, je peux très vite, rapidement dire quelque chose. Au niveau de santé, on est justement très bien accompagné par ce pôle de santé qui travaille avec nous. Parce qu'effectivement, nous, on est éduques, on n'est pas infirmier. Et puis, on a la chance, dans mon institution, de pouvoir faire pas mal de formations continues. Donc, on est bien épaulés pour ça. Ouais. Est-ce que tu veux réagir sur la question des formations aussi continue ou... Oui, juste dire, nous, on a aussi fait... Le centre, il n'existe que la 3e année. La première année, on s'est formé du Denver Model, et on a fait... Toutes les collaboratrices ont fait un CAS. Et maintenant, on peut encore se certifier dans le modèle Denver. Donc, il y a pour le moment beaucoup d'opportunités pour la formation continue. Merci. Donc là, on a un peu dressé... Ah, il y a une question encore. J'aimerais réagir à la question de la personne en ligne là, qui dit qu'il a attendu 28 ans pour un diagnostic, pour probablement plein de raisons, mais j'imagine aussi qu'il y a des délais d'attente extrêmement longs dans les institutions ou je sais pas, pour pouvoir obtenir un diagnostic. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Alors, moi, moi, je sais que les pédopsychiatres sont informés sur ce centre, et du coup, ils peuvent regarder les dossiers et regarder s'il y a des enfants qui potentiellement pourraient bénéficier de ce centre, parce qu'il y a des énormes listes d'attente. Donc déjà, d'être diagnostiqué avant 2 ans, ça peut être compliqué.
Mais apparemment, selon le dossier, ils peuvent les prendre plus tôt pour faire un diagnostic sans cette liste d'attente qui finalement, peut-être ce serait, il y a des enfants qui sont 2 ans sur une liste d'attente, donc ce serait les 2 ans où qui passeraient dans ce centre IPI. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a des grandes listes d'attente chez les pédopsychiatres, Oui. mais que s'il y a suspicion de TSA, ils peuvent passer outre. Ah non. Ok. Voilà, il y a des pédopsychiatres qui, je pense, qui ont fait ça pour avoir avancé Ah ouais. pour les enfants. D'accord. Je sais pas, en réalité, je sais que c'est énorme les listes d'attente, D'accord, donc ça c'est un autre problème. Ouais. Mhm. Comme tu disais avant aussi. Exactement. Est-ce que là-dessus, il y a quelqu'un du public qui veut réagir? Non. Oui, c'est vrai qu'on Oui, on aurait pu inviter aussi un pédopsychiatre pour avoir un peu cet élément-là. Ouais. Du coup, est-ce qu'on passe Oui, parce qu'en fait, c'est le point suivant, c'est un peu lié à ça. Dans le sens où là, on a un peu posé quelque part le décor, le quotidien de ce que vous faites, Jane et toi. Alors bien, je crois qu'on a bien compris qu'il y a un centre IPI avec très peu de personnes à l'intérieur pour les enfants avant la scolarité. Toi, la situation que tu connais le mieux, disons que c'est les personnes adultes avec une situation de handicap, puis on voit ce qui manque aussi autour de cette table, c'est-à-dire la scolarité par exemple au Buissonnet, ou d'autres réalités pour des personnes en situation de handicap qui travailleraient dans des ateliers, etc. Mais bon, on a quand même un peu une vision globale de ces institutions spécialisées. Or, ce qu'il faut dire, ce qui est extrêmement important à relever, c'est qu'on a une explosion des enfants, des cas, des enfants qui vont être scolarisés, qui doivent être scolarisés au Buissonnet. Là, j'avais les chiffres qui ont été publiés, sauf erreur, à l'occasion des 60 ans d'anniversaire des Buissonnais. Donc, selon ces chiffres, en 2017, il y avait 148 enfants. Donc là, on parle, si je ne dis pas de bêtises, on parle de la partie suisse romande. 148 enfants. En 2024, donc, 7 ans après, 184, donc plus 30 enfants. Donc 184 en 2024, et cette année, plus de 200. Donc, et alors, il y a la question du public qui est posée, combien il y a d'augmentation de postes? Ça fait justement partie de la question qu'on voulait poser. Parce qu'en discutant avec une personne qui est psychomotricienne, justement, au Buissonnet, elle expliquait que, alors on ouvre des classes elles sont ouvertes. Elle disait qu'il y avait eu 4 ou 5 classes qui ont été ouvertes au Buissonnet cette année. On sait par ailleurs que les Buissonnais, ils viennent d'ouvrir des classes délocalisées à Beaumont, ouais. C'est ça, dans un nouveau bâtiment. Donc on ouvre des classes, mais tous les services qu'il y a en parallèle de ça, c'est ce qu'elle expliquait, c'est-à-dire des questions d'intendance, des questions de soins spécialisés, que ce soit des logopédistes, des psychomotriciennes. Tous ces soins-là, en fait, c'est comme une sorte de donnée qui reste ou qui augmente très peu. Et donc, du coup, elle racontait, elle avait un peu plus de bouteilles que vous, elle expliquait que lorsqu'elle avait commencé en tant que psychomotricienne, elle voyait les élèves en individuel 2 fois par semaine, et puis qu'aujourd'hui, elle voyait presque plus personne en individuel, mais par petits groupes de 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si cette augmentation qu'on constate là vraiment pour les enfants, mais qui d'une manière ou d'une autre, elle va se répercuter, ou elle se répercute déjà là où tu travailles. Je ne sais pas comment toi tu la vis et comment tu veux réagir à ça. Ça me fait penser parce qu'en fait, là où je travaille, il y a aussi des groupes qui ont été ajoutés. Enfin, en fait, on a des nouveaux groupes. Bon, maintenant, c'est plus si nouveau, ça fait quelques années, mais depuis que je travaille, il y a eu un nouveau groupe qui s'est formé. Et puis là c'était quand même assez différent parce que je pense qu'on a obtenu en fait une nouvelle équipe en fait pour accompagner ce groupe de nouvelles personnes dans la structure. Mais alors oui, c'est vrai que moi je vois pas trop d'avant après, enfin même depuis les 7 ans que je travaille là.
Mais par contre, par rapport au PAF, si je peux imaginer une mesure qui sera probablement prise et qui a concrètement de l'impact sur notre travail et notre accompagnement, c'est qu'on va passer de veille passive, parce qu'en principe, on a des veilles passives, ça veut dire qu'on peut dormir entre 22h et 7h et qu'on est là sur le groupe seulement en cas d'urgence. Mais la mesure serait qu'on passe de veille passive à veille active pour pas une personne, pour pas un groupe, mais 2 groupes. Donc ça veut dire qu'on va diminuer réduire les veilles par 2, déjà ça, et puis faire en sorte que ce serait plutôt des personnes non formées qui feraient ces veilles-là, pour économiser un peu du temps de travail pour les personnes qui sont formées. Ça veut dire aussi que, en fait, on n'aura pas ce temps pour les personnes en soirée, pour être là, pour finir peut-être des objectifs, pour apporter l'attention ou bien l'affection que ces personnes ont besoin et qui parfois manquent dans leur vie, avec des personnes, des étudiants-étudiantes qui connaissent pas ces gens et qui viendront là pour faire quelques sous. Et puis, je pense qu'avec les politiques sociales et politiques économiques qu'on a actuellement, entre autres avec le PAF qui nous intéresse ce soir, ça va de plus en plus se tourner vers une diminution des personnes, du personnel en fait, pour encadrer les adultes qui ont pourtant un besoin réel d'être accompagnés, et encore plus maintenant, encore plus avec le temps, parce que c'est des personnes vieillissantes. On parlait de l'amélioration de santé avec le temps. Ces personnes, elles vont vivre une plus grande vie grâce à ce qu'on peut faire en santé avec elles. Et ça amène quand même des nouveaux questionnements de comment est-ce qu'on accompagne des personnes qui ont un handicap, une déficience intellectuelle, déficience moteur par-dessus, une personne avec un polyhandicap vieillissante, comment est-ce qu'on fait, sachant qu'on est éduque, nous, dans notre structure. Donc ça amène plein de questionnements. Et puis je rebondis un petit peu sur l'émission pour le EMS. Je pense qu'on va de nouveau aussi on va en fait se retrouver avec les mêmes problématiques que l'EMS peut rencontrer, c'est de faire du travail à la chaîne, de faire des soins, elle parlait de toilettes, je crois, si je me souviens bien, et de faire une sélection de qui peut se doucher, qui peut ci, qui peut ça, et c'est pas du tout humain. Ça donne de la cosmétique en fait, c'est des ça. petits bouts de sparadrap pour gérer la vie. C'est de la maltraitance. Voilà, de la maltraitance, de la négligence en fait, Oui. négligence étatique en fait. Je voulais aussi justement, ça m'a déjà impressionné avant, comme tu avais dit, vu que vous êtes tu es là pour plusieurs adultes en même temps. Je pense que vous devez faire preuve déjà maintenant de efficacité en quelque sorte et créativité, et tout le temps vous adapter en fait pour les objectifs, donc aussi pour la dignité de la personne finalement, parce que si on regarde que les besoins premiers, voilà, pour moi ça n'a pas encore grand chose à voir avec avec la dignité, de respecter que cette personne peut encore évoluer, qu'elle peut encore faire des progrès, par exemple dans la communication. Et là, déjà là, ça avait l'air, vous n'avez pas vraiment le temps pour ça, donc il faut vraiment essayer de l'inclure dans votre quotidien. Déjà, ça c'est difficile, mais là, c'est encore plus de coups. C'est là, finalement, à la dignité de la personne où il n'y aura plus de ressources. Donc, il y aura j'imagine, les besoins premiers, et puis après, personne n'aura le temps ça prend énormément de temps. Et puis nous, heureusement, on a 1 pour 1, mais même là, c'est très intense. Et puis, il faut être super flexible, toujours adapté. C'est une population qui ont des besoins très spécifiques, et puis
c'est déjà pas évident. Donc, je te rejoins, hein, mais Peut-être juste Voilà. pour clarifier, alors oui, peut-être juste pour revenir sur les mesures du PAF qui sont prévues, qui visent spécialement les institutions spécialisées. Donc je pense que la mesure que tu citais, elle n'entre pas vraiment dans les mesures du PAF, mais après c'est sûr que ça entre par contre dans la dynamique globale d'économiser, qui vise à réduire justement le nombre de personnel par bénéficiaire et qui induit plein d'effets négatifs. Peut-être juste, alors je mentionne maintenant les mesures du PAF qui visent les institutions spécialisées. Donc au départ, il y en avait 5, maintenant il n'y en a plus que 4, il y en a une qui a été abandonnée et c'est plutôt chouette. Donc celles qui sont restées, il y a donc le ralentissement des investissements et des rénovations. Donc ça, c'est vraiment une mesure qui touche à l'entretien des bâtiments ou à des nouveaux projets de bâtiments. Il y a la mutualisation de certaines tâches ou la fusion de structures, avec les problèmes que ça peut engendrer s'il y a une grande variabilité de structure, par exemple. Il y a une stagnation des subventions d'exploitation hors salaire. Donc ça veut dire que c'est un gel des budgets qui concernent les charges, en fait, par exemple l'énergie, les assurances ou encore les budgets informatiques, ce genre de choses. Et enfin, il y a aussi une augmentation de la participation financière des parents pour les internats de pédagogie spécialisée spécifiquement. Et donc là, l'idée, ce serait de faire un alignement sur les tarifs des foyers pour mineurs. Donc on passerait d'un budget qui était de 17,50 à 22,50, donc quand même une augmentation assez conséquente par nuitée. Donc ça, c'est les mesures qui concernent spécifiquement les institutions spécialisées. Après, il y a aussi, comme on a dit avant, vous êtes finalement, vous êtes en termes de salaire, vous êtes au même titre que les employés d'État. Donc toutes les mesures qui vont aussi viser à geler l'augmentation des salaires du personnel d'État, elles vous touchent aussi. Et puis ça, on se demandait aussi à quel point ça avait un impact en fait sur la valorisation de certaines professions au sein de vos institutions. Et est-ce qu'il y a certaines professions qui sont moins valorisées et est-ce que c'est un problème dans le sens où est-ce qu'il y a des gens qui du coup n'ont pas envie de rester, vont voir ailleurs? Est-ce que vous observez ça dans vos institutions? Peut-être pas vous-même, mais certaines de vos collègues. Je ne sais pas qui veut répondre. ça me fait un peu penser au fait simplement que dans les foyers, par exemple là où je suis, on a certains hommes qui travaillent, mais très peu. Ça reste quand même un métier qu'on considère comme féminin encore, alors que c'est un métier très physique avec les transferts, etc. Et puis, ça reste quand même un travail en foyer comme ça. Il y a quand même toujours ce cliché, ce stéréotype de dire je vais pas rester toute ma vie à faire ça, ou je sais pas comment dire, c'est pas forcément très valorisé parce que c'est justement très babysitting. Les gens voient ça comme du babysitting, en fait, simplement. Et alors qu'il y a des réelles qualités professionnelles qui sont vraiment mises en place de plus en plus avec les hautes écoles, on voit tout ce qui est académique qui travaille vraiment sur le travail social et fait en sorte que dans l'éducation, il y a des choses qui sont plus avancées. Alors, on n'est pas comme au Canada où les approches sont encore plus humanistes et vraiment, voilà. Mais ça a quand même un impact parce que ça pourra probablement, ça pourra peut-être, en tout cas, décourager des gens qui vont venir dans ce genre de structure pour travailler en sachant que le salaire n'est pas forcément extraordinaire. Ouais. Toi, Jane, tu aurais aussi quelque chose à dire par rapport à ça ou à d'autres professions qui sont peut-être moins valorisées que certaines? Oui, alors je pense que tout le monde qui travaille avec des enfants ou des adultes en situation de handicap sait que c'est très prenant et c'est souvent les gens qui travaillent où il y a beaucoup de roulements et beaucoup chez nous aussi il y a eu beaucoup de roulements ou des gens qui sont en burn-out. Enfin, ça prend énormément, et comme je t'ai dit, quand je t'ai entendu avant, avec
tout le temps la capacité à s'adapter. Physiquement, on est tout le temps chez nous, c'est encore des enfants, mais même là, et oui, c'est juste très, très intense. Et du coup, ce sont des situations qui sont compliquées aussi, parce que, enfin, voilà, on a, enfin, comme je disais, il y a des situations d'urgence, il y a des situations où certaines fois le comportement prend le dessus, et puis il y a de réels comportements de défi, comme on appelle ça. Enfin, c'est vraiment des problèmes. Enfin, c'est pour ces personnes-là, c'est difficile de vivre quand elles sont dans ces crises, en fait. Vraiment, c'est, voilà. Donc il y a pas mal, si je résume ce que vous avez dit, un peu pas mal de turnover qui est plutôt lié à l'intensité, en fait, à la difficulté du travail. Et si par-dessus ça, on vient encore diminuer les salaires, et ben, ça fera que les personnes qui travaillent auront encore moins de raisons de rester plusieurs années, en fait, dans ces institutions. Ouais, et puis, alors juste pour compléter, après il y aura une question dans le public, mais on voit bien, les conditions de travail sont déjà difficiles. Il faut savoir, peut-être que des fois on ne le sait pas assez, mais qu'en fait la grosse partie en termes de budget d'institutions spécialisées, c'est les salaires. J'ai pas là le chiffre, mais on doit être autour de 70-80% d'un budget, c'est les salaires. Et donc là, des mesures, notamment pour revenir sur les 4 mesures que tu disais avant, mutualisation de certaines tâches. Là, alors il y a des gens qui nous ont dit qu'en fait c'était un peu du pipeau, quoi. Ça sera assez compliqué à faire. Mais par exemple, stagnation des subventions, donc tu disais l'énergie, etc. Donc c'est typiquement les institutions vont recevoir moins d'argent et devront faire avec moins d'argent. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça se répercute immédiatement. Et puis si je peux rebondir sur ça, en fait, on parlait tout à l'heure de nouveaux groupes, de nouvelles classes, de nouvelles structures aussi, parce qu'il en manque. On est quand même dans un système politique institutionnalisante encore. On n'est pas dans le désinstitutionnel. Et puis, ça demande qu'on accorde de la finance aux institutions. Sinon, c'est illogique, en fait. Et quand j'entends là qu'une mesure, c'est de diminuer les coûts de bâtiments, alors qu'on nous demande de nouveaux groupes ou de nouvelles structures, pour moi, ça semble insensé. J'ai une remarque, mais vas-y. Peut-être juste tu te présentes avant de poser la question. Alors, ça va là, comme ça, si ça joue. Alors, je suis Marine, je suis psychomotricienne. J'ai travaillé de nombreuses années dans une institution spécialisée, une école spécialisée du canton. Et actuellement, je suis indépendante. Donc, j'ai mon cabinet à mon compte. J'avais plusieurs interventions, mais juste là, qu'on rebondisse sur cette histoire de locaux et de gel des salaires et vraiment de mettre l'accent là-dessus. Voilà, on demande de plus en plus à ces personnes-là de composer, d'être créatives, de s'adapter. On est avec l'humain, on est aussi touché, on fait vraiment partie intégrante du système dans lequel vivent ces enfants, donc, ou ces adultes, ou ces personnes en tout cas, à part entière. Et c'est très prenant, ça pèse beaucoup et ça va jouer sur la qualité en fait, de l'accompagnement de ces personnes-là. Et ça, c'est vraiment... grave. Et on sait, vous l'avez très bien dit, je ne sais pas si on l'a suffisamment entendu, mais ces personnes-là, elles ont des besoins très spécifiques et il y a des besoins de place. Moi, j'ai vu dans cette école dans laquelle je travaillais, où il y a des fois, on ne sait plus où manger parce qu'en fait, si les enfants sont trop proches, il y a beaucoup de stimulation sensorielle où ça peut déclencher des crises. Quand elle parle de comportement défi, pour ceux qui ne connaissent pas assez, c'est taper, c'est mordre, c'est dangereux, c'est cracher, c'est étaler ses selles partout. C'est des choses comme ça qui sont d'une intensité qu'on n'imagine pas toujours. Et je le fais un peu exprès pour lancer un peu le pavé. Mais voilà, moi j'ai vu des collègues qui ont eu réellement des atteintes physiques parce qu'il n'y a plus assez de place, parce qu'on n'a plus assez de thérapie, parce qu'il y a des gels de budget, etc. quand même. Entre autres, c'est peut-être pas que ça, et c'est uniquement mon avis, peut-être que tout le monde ne le partage pas. Mais voilà, quand on va être les uns sur les autres, qu'il y aura moins d'accompagnement, qu'on va demander aux éducs de s'occuper d'encore plus de personnes à la fois, qu'est-ce que ça va donner ? Vous l'avez très bien dit dans les chiffres, on passe alors je ne sais plus, mais de 100 et quelques à 200.
Ça se voit partout. On voit aussi qu'il y a de plus en plus quand même de demandes, de personnes qui ont besoin. Moi, dans ma réalité indépendante aussi, je travaille avec des personnes qui sont à l'école ordinaire. On a de plus en plus de ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, qui sont vraiment ces neuroatypies, qui ont besoin d'aide. Le diagnostic, cette personne qui disait qu'elle a attendu des années, il y a vraiment des listes d'attente qui sont très grandes, de moins en moins de spécialistes ou de personnes... Voilà, nous, en psychomotricienne, on est moins de 8, je crois, en indépendante sur le canton. Je vous laisse imaginer, il n'y en a aucune de nous qui travaille à 100%. Donc, je vous laisse imaginer la demande qu'il y a. Et les diagnostics, ça ne sert pas à mettre dans des cases, ça sert à débloquer des ressources. On est vraiment dans un système qui a besoin de diagnostics. Par exemple, pour entrer à l'AI, il faut un diagnostic pour avoir des ressources financières, pour que ses parents puissent diminuer leur temps de travail et accompagner au mieux leurs enfants. Il y a besoin de ces diagnostics-là à l'école pour avoir des soutiens pédagogiques. Maintenant, ils appellent ça les MAR, donc ces mesures d'aide renforcées. Il faut 2 à 3 diagnostics actuellement pour débloquer. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est ce que j'entends à longueur de journée dans mes réseaux, où on va chercher ces diagnostics-là pour débloquer des aides. Et moi, j'ai très peur quand j'entends ces locaux, j'ai très peur quand j'entends ces gels de salaire, toutes ces inclusions sans moyens, les enseignants et les enseignantes, comment ils vont se débrouiller avec tout ça? Ça soulève beaucoup de questions. Pardon, j'ai beaucoup parlé, mais voilà. Ben, ça fait presque, on arrive gentiment à la fin, mais ça fait presque le pont vers la prochaine émission, puisque l'idée qu'on a, c'est que le 7 décembre, dans 2 semaines, on se concentrera sur les écoles primaires, peut-être les CO, mais en tout cas les écoles primaires, et du coup se posera cette question de l'école inclusive. Et puis c'est peut-être là-dessus qu'on voulait terminer, parce que c'est vrai qu'on a préparé un peu ces entretiens, ces rencontres. Ce qui est ressorti aussi chez l'une un peu comme chez l'autre, c'est que finalement il y a une différence de traitement. Il y a une différence de traitement, et alors je sais pas comment vous voyez la chose, mais moi en tout cas je l'ai comprise, c'est que d'une part plus c'est des enfants, plus il y a une possibilité de les remettre dans l'école normale, plus on va dégager des moyens. Parce que finalement, il y a possibilité de faire des économies ensuite, et puis possibilité d'une évolution. Au contraire, plus c'est des personnes qui sont adultes, plus finalement, on voit bien l'imaginaire qu'il y a. Ça bouge pas. Tu parlais de ces contrôles, pas des contrôles, les audits qui se faisaient tous les 2-3 ans. Sous-entendu, il n'y a pas d'évolution. Alors que c'est pas le cas. Donc après, je mets quand même une réserve parce que je suis pas à 100% sûre que ce soit pas chaque année, mais en tout cas, ouais, voilà. Alors à vérifier, mais en tout cas, j'ai l'impression que dans l'imaginaire, c'est un peu ce qu'il y a. Donc là, une différence de traitement à ce niveau-là. Je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, si vous la ressentez aussi. Je pense qu'on est les deux d'accord pour dire qu'effectivement, on se rend compte maintenant quand on peut être 1 pour 1 ou bien 2 pour 7, par exemple. Enfin, on voit que les ressources ne sont pas les mêmes. Puis c'est vrai on est quand même dans une société actuellement très axée sur le travail, en fait. Et c'est vrai que moi je vois, si on parle des Buissonnais, on dit en fait à 18 ans, l'enfant il doit trouver un foyer s'il peut pas être inséré professionnellement, et puis potentiellement il vient chez nous. Donc et puis après chez nous, comme je disais avant, on va être sur on va être un peu limité en termes de capacité scolaire parce que on a moins de temps, et en fait on va être sur du maintien de l'acquis qui a été tellement travaillé en fait dans une école spécialisée avec un petit peu plus de ressources, parce qu'on a voulu de base essayer de faire en sorte que ces enfants puissent un jour travailler, que ce soit dans un atelier, que ce soit dans entre guillemets vraie profession, ou bien dans une solution adaptée en tout cas. Et en fait, quand c'est pas possible, on va dire les personnes vont aller au foyer. Et puis en fait, qu'est-ce que c'est un foyer ? C'est occupationnel. Et
c'est hyper dommage parce qu'en fait, il manque un peu un entre-deux où on devrait avoir plus de ressources pour faire des choses, mais chez nous, c'est pas possible. Et nous, on fait ce qu'on peut pour maintenir les acquis qui ont été vraiment travaillés super bien par des professionnels et super bien par les personnes mêmes, enfin les bénéficiaires mêmes, qui ont vraiment donné tout ce qu'elles pouvaient pour apprendre. Et voilà. On voit bien la différence entre les enfants et puis les adultes en termes de ressources. Ouais. Jen, tu veux apporter encore quelque chose là-dessus? Oui, justement, c'est tout le temps une question. Ça paraît beaucoup à un, mais aussi, il faut aussi s'imaginer, comme tu disais, c'est le strict minimum, parce que c'est les enfants, voilà, comme elle a bien dit, qui mordent, qui tapent, qui tirent les cheveux. Donc, c'est nécessaire. Et nous, on voit si on est tout le temps, enfin, à fond, si quelqu'un, des adultes, enfin, des intervenantes, va vite aux toilettes, on est 100% dans le comportement, enfin, on est des sécuritas. Là, on arrête toute thérapie, tout projet pédagogique fonctionne plus. Donc, c'est vraiment, quand on est nouveau à on peut essayer justement de ne pas être que dans le attention, non, on va pas faire ça, on va te mettre en sécurité, de travailler réellement des choses. Et ça devrait être le minimum. Voilà. Et je pense maintenant à ça, mais tu parles de sécurité, mais on peut penser à l'ergonomie aussi. Et en fait, les villes, elles sont, en tout cas Fribourg, c'est pas du tout ergonomique. Au niveau du handicap, il suffit de regarder, d'entrer dans chaque bâtiment, de regarder où on est et de voir à quel point c'est pas accessible. Déjà, juste ça, c'est terrible. Donc, on fait en sorte de dire oui, on veut de l'inclusion, on veut de l'intégration et tout, mais en même temps, il n'y a pas toutes les motivations qui sont là pour faire en sorte que l'environnement soit ergonome pour tout le monde, en fait. En dehors des institutions, quoi. Il y a les financements qui sont mis au sein des institutions, et puis en fait, il faudrait aussi des financements qui soient mis pour tout, dans le en cadre fait. général. Voilà, des financements, mais ouais. pas seulement des financements, mais aussi des réflexions peut-être. Oui. Réflexions étatiques un peu, parce qu'on refait les bâtiments à neuf, mais c'est pas toujours ergonomique, de nouveau. Ouais. Alors que ça paraît essentiel maintenant d'avoir quand même de l'accès mobile pour tout et tout le monde, enfin toutes et tous, quoi. Voilà. On a en tout cas les deux dernières revendications là, plus d'investissement pour repenser l'architecture, l'ergonomie de nos villes, et du one-to-one en institutions spécialisées. Est-ce qu'il y a un autre thème aussi dans le public, un truc qui n'a pas été dit et qui serait important à soulever encore, ou sinon Je pense personnellement que c'est très important aussi de quand même valoriser le travail des directions, des institutions qui font vraiment leur maximum avec les ressources données. Vraiment, enfin, je tiens absolument à souligner ça parce que c'est vrai qu'on peut paraître très plaintif par rapport aux ressources qu'on a, mais le travail derrière, il est excellent, et puis c'est à penser et à remercier, et on espère que le PAF passe pas. Et voilà. Encore une question. Merci de souligner ça. Le mot de la fin pour Genève. C'est important de le dire aussi, ouais. Moi, j'avais envie de réagir en vous écoutant, déjà en vous remerciant d'avoir parlé si franchement et clairement. Un peu en étant un peu consterné, voire choqué par ce qu'on a pu entendre comme mot, c'est-à-dire de la négligence étatique, finalement, vis-à-vis de vous, professionnels, qui travaillez en tant que... qui vous occupez de personnes en situation de handicap. On n'a pas évoqué la situation des ASE, qui sont les assistantes socio-éducatives qui travaillent, avec qui vous collaborez aussi, qui sont en attente de revalorisation salariale et de leur poste de travail, qui pourrait être équivalente à la SSC en milieu hospitalier. Et ça, le PAF va aussi avoir cette répercussion-là, c'est qu'elles sont payées en classe 10
Et finalement, avec l'importance du travail qu'elles effectuent, elles mériteraient aussi de continuer à être revalorisées. Ce qui tend aussi, je pense, tu soulignais le travail des directeurs et directrices d'institutions, à rendre votre travail plus attractif finalement, et peut-être de garder des gens qui connaissent les résidents et résidentes, et puis qui bénéficiaires plus longtemps, c'est-à-dire qu'ils deviennent expérimentés. Et puis c'est négligence vis-à-vis du personnel, mais négligence vis-à-vis des bénéficiaires, puisque vous avez plusieurs fois évoqué la notion de dignité qui ne pouvait pas toujours être respectée, et ça je pense que c'est assez choquant. Voilà, merci. Merci pour cette dernière intervention qui fait un peu office de conclusion. Donc si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'on peut gentiment clore cette première partie d'émission. Merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment très chouette et très courageux de votre part d'être venu. Donc vous pouvez nous retrouver sur Twitch Sans Peur et Sans Paf, ainsi que sur YouTube. Donc toutes nos émissions sont ensuite mises à disposition sur YouTube. Là, on va finir la première partie. Il va y avoir une deuxième partie dans quelques instants, une vingtaine de minutes. Ce sera avec François Clément, et puis on va parler du salaire minimum. Donc voilà, restez avec nous. À bientôt. Merci. Au revoir. Adieu.